Le closing, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ce n'est pas manipuler, ce n'est pas réciter un script et c'est certainement pas essayer de convaincre à tout prix. Et c'est justement pour ça que 90% des freelances ratent leurs appels de vente. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le mindset à adopter, je vais te révéler ma structure complète pour réussir un appel de closing et surtout on verra ensemble comment traiter les objections. Alors si tu es prêt, on commence tout de suite avec le mindset et les chiffres. Donc d'abord, il faut absolument que tu vises un taux de closing réaliste. Il ne doit pas être trop bas ni trop élevé. Alors là, tu dois certainement te dire oui, mais c'est quoi concrètement le problème d'avoir un taux de closing qui est trop élevé? Mais je vais te le dire tout de suite, déjà c'est certainement parce que tu as un prix qui est trop bas. Et forcément, si ton tarif est trop bas, tu risques d'avoir beaucoup trop de clients, donc ça va créer une surcharge et de la fatigue mentale. Et surtout, c'est peut-être aussi un problème de mentalité dans le sens où tu dis aussi peut-être oui à tout le monde. Et si tu dis oui à tout le monde, tu risques aussi de nouveau d'avoir un problème de surcharge. Ce qui est important aujourd'hui quand on est freelance, c'est aussi de se facturer à notre juste valeur. Je conseille vraiment de viser un taux de closing entre 30 et 40%. Si tu es en dessous de 30%, c'est certainement que tu n'es pas encore très bon en vente. Et si tu es au-dessus de 40, voire même 50%, c'est certainement que tes prix sont trop bas. Donc il faut absolument que tu changes tes prix et que tu factures plus cher. Ensuite, il faut avoir, comme je l'ai dit, le bon état d'esprit. Donc tu n'es pas là pour convaincre, tu es là vraiment pour vérifier si ton problème est un fit naturel avec son problème à lui, avec le problème de ton client. Donc tu dois poser les bonnes questions, tu dois guider, tu dois observer, mais c'est tout. Et c'est ça, avoir le bon état d'esprit quand on close, et tu vas voir, ça va complètement changer ta manière de percevoir les appels de vente. Et ensuite, il y a aussi le côté toujours essayer de t'améliorer en closing. Tu dois enregistrer tes appels, tu dois les réécouter pour voir où tu perds la main et où est-ce que tu pourrais mieux reformuler tout ce que tu racontes. C'est vraiment primordial parce que plus tu vas être bon en closing, plus tu vas avoir un taux de closing qui est haut. Et si ton taux de closing il est haut, ça veut dire aussi que tu peux augmenter tes prix. Et du coup, tu rentres très vite dans un genre de cercle vertueux. Je sais très bien que si là, aujourd'hui, tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es en train de la regarder, tu veux certainement qu'on passe au concret et c'est maintenant ce qu'on va faire. On va voir la structure d'un bon appel de closing. Bon, déjà, l'étape numéro 1, c'est tout simplement de briser la glace, de faire ce qu'on appelle un icebreaker. Donc l'idée ici, c'est vraiment de mettre à l'aise la personne et de commencer à nouer un lien avec elle. Donc l'idée, c'est tout simplement de dire par exemple, salut, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Tu peux aussi parler du temps, du mauvais temps, etc. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est tout simplement de dire à la personne, moi, je te propose qu'on se présente rapidement en 5 minutes. Donc l'idée, c'est que toi, tu vas te présenter, la personne en face va se présenter et vous allez pouvoir comme ça faire connaissance tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir l'objectif de l'appel avec lui. Donc moi, ce que je te conseille de faire et de dire, c'est une phrase du style, aujourd'hui, on va prendre 15-20 minutes pour que je puisse comprendre ta situation et voir si et comment je peux t'aider. Donc ici, par exemple, tu pourrais carrément lui préciser que tu vas lui donner des astuces applicables lors de cet appel complètement gratuitement. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Après, comme toujours, tout dépend aussi de ta niche, de ta situation et de à quel point tu es à l'aise lors des appels de closing. Donc la structure que je te donne, je te conseille de suivre les grandes lignes, bien entendu, mais forcément, après, c'est aussi à toi de l'adapter à toi et à ta personnalité, c'est hyper important. Ensuite, l'étape 3, c'est peut-être l'étape la plus importante, c'est les questions. Donc en fait, on doit poser des questions afin de comprendre la situation et surtout poser un diagnostic, voir si on peut vraiment aider la personne ou non. Les questions que je vais te présenter ici, elles sont adaptées à un ghostwriter. Donc il faut forcément l'adapter à ton activité. Donc voici quelques exemples de questions, comme je te l'ai dit. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel aujourd'hui? Donc cette question, elle est hyper pertinente pour savoir si la personne est déjà intéressée par tes services ou non, ou si elle a juste pris un appel, histoire d'en savoir un peu plus. Ensuite, tu peux lui poser une question du style, comment tu utilises LinkedIn aujourd'hui? Tu poses souvent ou c'est occasionnel. Tu peux lui dire, ton objectif avec LinkedIn, c'est quoi exactement? Plus de visibilité, générer des clients, développer ton réseau? Prochaine question, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus d'impact sur LinkedIn? Est-ce que tu reçois des demandes de prospects qualifiés ou c'est souvent des contacts hors cible? Tu génères des clients comment actuellement? Bouche à oreille, réseaux sociaux, ads, etc. As-tu déjà essayé de déléguer la création de contenu ou pas encore? L'idée en fait de toutes ces questions, c'est de qualifier la personne, mais pas que. Oui, tu dois la qualifier, voir si elle est réellement pertinente ton offre, mais tu peux aussi directement l'aider. Et c'est clairement ce que je te conseille de faire parce que si tu l'aides déjà un petit peu à ce moment-là, tu vas montrer ton expertise. Bien sûr, il faut pas tout révéler, pas tout dire, sinon après à quoi est-ce que tu sers, grosso modo. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de montrer ton potentiel. Comme je te l'ai dit précédemment, ces questions ne sont pas adaptées à toi, c'était adapté à un ghostwriter. Bon, si t'es un ghostwriter, ça peut être adapté à toi, bien entendu, mais il faut absolument que tu adaptes cette partie à ta cible et à ton activité. Ensuite, étape numéro 4, c'est analyse et proposition de solutions. Donc ici, on montre qu'on comprend son problème et on donne quelques pistes de solutions, on donne même de la valeur. Donc voilà ce que tu pourrais dire. D'après ce que tu me partages, voici pourquoi ta stratégie ne donne pas encore les résultats que tu souhaites que tu veux. Et voilà comment moi, je ferai pour améliorer tes résultats. Et puis après là, tu commences à introduire les bénéfices de ton offre, mais pas que, tu peux commencer déjà à délivrer aussi de la valeur. Ensuite, je te conseille carrément de lui dire, vu ton profil, je pense pouvoir t'aider à atteindre X ou Y objectif. Est-ce que tu es partant pour que je te présente mon offre? Comme ça, tu ne l'obliges pas à écouter ton offre. La personne est réceptive et si tu as fait correctement ton travail juste avant, tu l'auras aidé. Et si tu l'as aidé, il va y avoir un principe qui est très très puissant en marketing, c'est tout simplement le biais de réciprocité.
réciprocité. Et en quoi ça consiste? C'est tout simplement si tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain, il y a de grandes chances qu'il ait plus du mal à te dire non, tout simplement parce que tu l'as aidé. Donc là, tu viens de l'aider, tu viens de lui procurer des conseils, etc. Donc forcément, la personne ne va se sentir mal à l'aise en fait de te dire non sur le fait de présenter ton offre. Du coup, normalement, si tout se passe bien, tu peux passer à l'étape 5 et c'est la présentation de l'offre. Donc ici, c'est assez simple, tu dois présenter ton offre forcément. Attention, ta présentation ne doit pas être trop longue ni trop difficile à comprendre. Tu dois aller quand même assez droit au but, mais il faut que la valeur perçue de ton offre soit assez élevée. Donc c'est vraiment un juste milieu à trouver. Ensuite, l'étape 6, c'est de répondre aux objections les plus courantes et on va en parler juste après. Et forcément, si tu as bien réussi à répondre aux objections, que tu as bien présenté ton offre, enfin bref, que tu as réussi à bien suivre les 6 étapes, hop, tu as forcément un client de plus. Donc pour résumer les 6 étapes, donc 1, icebreaker, briser la glace. 2, on définit l'objectif de l'appel. 3, on pose les questions. 4, on analyse et on propose des solutions. 5, on présente l'offre. 6, on répond aux objections. Donc alors concrètement, c'est bien beau les objections, mais comment est-ce qu'on fait pour y répondre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc comment traiter les objections? Donc on attaque tout de suite la première objection, je peux le faire moi-même. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on traduit derrière ça? C'est tout simplement, il pense que son temps est gratuit ou qu'il saura s'y tenir. Donc il faut répondre quelque chose du style « je comprends et c'est vrai que tu pourrais le faire toi-même ». La vraie question c'est est-ce que tu as vraiment envie d'y consacrer ce temps et cette énergie chaque semaine ou est-ce que tu préfères les utiliser pour ton cœur de métier, ta vraie plus-value? Là, de nouveau, c'est un petit peu adapté en fonction de ton style, ta personnalité, mais j'espère que tu vois l'idée de ce que je raconte ici. Ensuite, la deuxième objection la plus courante, c'est tout simplement le fameux « j'ai pas le budget, c'est trop cher ». Ce que ça veut dire en réalité quand on traduit, c'est que la valeur n'est pas encore claire dans sa tête, il ne se rend peut-être pas compte que c'est un investissement et pas réellement une dépense. Donc il faut répondre quoi? Tout simplement, je comprends et c'est normal d'avoir ce doute. Si tu réfléchis bien, aujourd'hui, combien ça te coûte réellement de ne pas régler ce problème? D'ailleurs, tu vas remarquer quelque chose, toutes les objections, je commence toujours par je comprends. Et c'est hyper important de faire ça, tout simplement parce qu'il ne faut pas braquer la personne quand tu vas répondre à une objection. Il faut vraiment le dire avec un ton posé, calme et bien lui faire paraître que tu comprends réellement sa situation et que tu comprends réellement l'objection, que c'est pas juste une façade. Donc c'est vraiment important de prendre le temps et même de pas parler rapidement, etc. et de dire clairement, je comprends parfaitement ta situation et je comprends bien que c'est pas facile pour toi, par exemple, hein. Et puis après, tu expliques pourquoi est-ce que tu penses et que tu remets en cause, entre guillemets, son objection et que tu l'invites en réalité à réfléchir. Ensuite, objection numéro 3, je veux réfléchir. Donc là, souvent, ce que ça veut dire, ce que ça traduit, c'est souvent qu'il y a une objection cachée. Donc ça, en réalité, il veut pas réellement réfléchir, c'est que juste qu'il a peut-être un problème de budget, un problème de confiance, un problème de timing. Donc là, ce qu'il faut répondre, c'est tout simplement, je comprends, c'est normal de vouloir prendre du recul. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui mérite le plus de réflexion selon toi? Est-ce que c'est une question de budget, de timing, ou est-ce que c'est peut-être encore un doute sur la solution que je te propose aujourd'hui? Est-ce que tu as même peut-être des questions? L'idée, c'est vraiment de creuser. Ensuite, quatrième objection fréquente, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne a peur de s'engager, elle procrastine en réalité. Donc qu'est-ce qu'il faut répondre? Je comprends totalement. Parfois, on attend le moment parfait. Tu peux d'ailleurs aussi lui dire que souvent, malheureusement, le moment parfait, ça n'arrive jamais. Mais surtout, ce que tu dois mettre en avant, c'est la perspective d'avenir. Donc dire quelque chose du style, mais à ton avis, qu'est-ce qui changerait vraiment dans 3 ou 6 mois pour que ce soit plus le bon moment qu'aujourd'hui? L'idée, c'est toujours de le faire réfléchir par lui-même. Il ne faut pas lui expliquer de but en blanc pourquoi son objection n'est pas bonne. Il faut vraiment lui faire comprendre sans lui dire. Et c'est vraiment l'objectif de cette réponse d'objection. Donc la prochaine objection, c'est j'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc là, le problème, c'est qu'il a peur en réalité de revivre une mauvaise expérience. Donc ce qu'il faut répondre, c'est je comprends et c'est normal d'être méfiant si ça n'a pas fonctionné avant pour toi. Qu'est-ce qui, selon toi, n'avait pas marché dans ta précédente expérience? Parce que c'est justement sur ces points-là qu'on va pouvoir travailler différemment et s'adapter. La 6e objection, c'est tout simplement je dois en parler à ma femme, à mon associé. Donc ça, c'est souvent un besoin de validation externe ou une excuse pour repousser, hein, ça peut arriver aussi. Moi, ce que je conseille de répondre dans ce genre de situation, c'est tout simplement, comme toujours, je comprends, c'est normal de vouloir en discuter avec elle, etc. Comment tu aimerais qu'elle soit impliquée dans la décision? Est-ce que tu veux qu'on organise carrément un échange à 3 pour clarifier tous les points ensemble? Ça, honnêtement, c'est hyper puissant et ça marche aussi si la personne dit je dois en parler à mon associé. C'est vrai que l'associé compte aussi. Ça peut être hyper pertinent de faire un appel à 3. Ça marche toujours. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des appels de closing à 3 parce que la personne me disait clairement écoute, moi je suis intéressé, oui, voilà, je dois en parler à mon associé, etc. Et quand je propose l'appel à 3, il est hyper partant et on book directement le rendez-vous à 3. Ensuite, objection suivante, j'ai peur que ça ne marche pas pour moi. Donc là, en réalité, c'est qu'il doute de lui-même, même pas forcément en toi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, je comprends, c'est une vraie inquiétude et tu n'es pas le seul à l'avoir. Qu'est-ce qui te fait penser que ça ne pourrait pas marcher pour toi aujourd'hui? On peut regarder ensemble comment adapter la méthode à ta situation particulière. Il faut savoir que tous les humains dans le monde ont l'impression, et le sont dans le fond, d'être vraiment particuliers
d'essayer d'avoir quelque chose de différent et que leur situation ne correspond jamais à 100% avec une étude de cas ou un témoignage client qu'on a montré. Donc c'est hyper important d'adopter cette posture de personnalisation. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre d'objection, même s'ils ne la disent pas toujours. Donc c'est vraiment important de bien se souvenir de la posture à adopter lors de ce type de situation. Et la dernière objection que je rencontre très très souvent, c'est ton offre est trop chère par rapport à un concurrent. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas encore montré assez clairement ce qui rend ton offre incomparable. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est je comprends et tu as raison de comparer. La vraie différence n'est pas seulement le prix, mais la manière dont on atteint les résultats. Par exemple, avec moi, et là tu dois par exemple mettre en avant un mécanisme unique. Donc si tu veux, je te ferai une vidéo qui explique concrètement c'est quoi un mécanisme unique dans une offre. Par exemple, un suivi personnalisé, une méthode étape par étape, un outil exclusif. Ce n'est pas juste en fait une prestation comme les autres, c'est une approche qui t'assure et puis après tu peux introduire ton bénéfice concret. Malheureusement, si tu rencontres ce type d'objection trop fréquemment, c'est certainement que tu as un problème d'offre en réalité. Donc si c'est ton cas, tu as juste à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et s'il y a plusieurs personnes qui ont ce problème, je créerai une vidéo spécialement sur la création d'offres. Voilà, maintenant j'ai terminé de t'expliquer comment faire pour traiter toutes les objections, mais j'aimerais rajouter un petit quelque chose hyper important pour toi. Si aujourd'hui tu te rends compte que la personne, en réalité, elle n'a pas envie de te donner une réponse tout de suite parce qu'elle veut réfléchir, etc. Et il n'y a pas moyen, entre guillemets, qu'elle passe le pas directement lors du premier appel, alors c'est pas grave. Mais tu dois absolument lui proposer un deuxième appel pour qu'elle te donne sa décision de vive voix. Comme ça, si c'est un non, bah, tu pourras essayer de traiter les objections potentielles. Et si c'est un oui, tant mieux forcément. Mais même si c'est un non, non ferme et catégorique et que ce ne sera pas possible d'avoir la personne, tu peux essayer de comprendre pourquoi la personne dit non et donc d'adapter tes closings par la suite. D'ailleurs, j'en profite pour me présenter si tu ne me connais pas encore. Moi, c'est Nicolas Music. J'accompagne les freelances à atteindre plus de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et je propose un appel stratégique de 30 minutes dans lesquels je t'aide complètement sur ton activité. Le lien pour réserver un appel, c'est le tout premier lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Et j'insiste, c'est pas un appel de vente, c'est réellement un appel durant 30 minutes durant lesquelles je t'aide complètement. Et si et seulement si tu es intéressé potentiellement par te faire accompagner par moi, alors là, je te présenterai le programme, mais pas avant. Du coup, si t'es partant, je te laisse prendre un rendez-vous juste en dessous de la vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.